Bonjour à tous, merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons du rôle des organisations non gouvernementales dans la lutte contre le VIH-Sida. Elles ont un rôle vraiment central. Elles sont actives dans la sensibilisation, dans la distribution de préservatifs, dans l'accompagnement de personnes qui sont infectées et affectées par le VIH. Elles sont au devant, vraiment au front. Dans cette édition, nous écouterons le témoignage d'un des bénéficiaires. En 2008 et 2009, il y avait l'appui financier qu'on avait donné par Vision Mondiale et j'étais aussi bénéficiaire. Par moment, on donnait même des kits nutritionnels. Il y avait aussi des supports de l'hygiène. Mais comme nous le verrons, le déploiement des activités de ces organisations se heurte parfois à des préjugés. Je peux parler de la stigmatisation dont sont victimes des populations clés. Le cas des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe, les transgenres, les usagers des drogues injectables. Que font concrètement ces ONG? Quelle est leur efficacité? Quelles sont leurs limites? Toutes les réponses sont dans la suite de ce programme qui commence comme toujours par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors commençons par une épidémie de rage qui sévit dans le Nord Kivu en RDC. Déjà une dizaine de morts depuis le mois de janvier. La situation devient très préoccupante dans le territoire de Massissi car non seulement de nouveaux cas de morsures de chiens ont été enregistrés, mais aussi la rage se propage vers des zones de santé voisines. Rien qu'en janvier 2018, 75 cas ont été enregistrés, parmi lesquels 10 décès. Commencé vers la fin du mois d'octobre 2017 dans certaines aires de santé de Kiboua, l'épidémie de rage n'a été rapportée qu'en janvier 2018 quand certains cas se sont présentés à l'hôpital général de référence de Kiboua. Il faut dire que le problème de disponibilité des vaccins est de nature à compliquer la situation. Effectivement, bien que les autorités provinciales disposent de plus de 1000 doses de vaccins antirabiques pour les animaux, il reste toujours impossible de s'en procurer pour les êtres humains, du fait de la rareté relative de la maladie chez l'humain et des coûts de production très élevés du vaccin antirabique. Aucun partenaire humanitaire n'a constitué un stock de contingence par le passé. En outre, avec l'insécurité et l'état des routes, il n'est pas facile de faire parvenir du vaccin et du sérum antirabique humain dans les coins reculés de la province du Nord Kivu qui pourraient être touchés par cette épidémie. Et pour être complet avec cette actualité, peux-tu nous en dire davantage sur la rage ? La rage est une maladie infectieuse d'origine virale. Elle est généralement transmise à l'homme par la salive des animaux, le plus souvent des chiens infectés lors d'une morsure. La rage fait partie des maladies tropicales négligées, touchant surtout les populations pauvres et vulnérables vivant en milieu rural isolé. Bien qu'il existe un vaccin efficace pour l'homme, il n'est pas toujours disponible. La vaccination des chiens est la stratégie la plus efficace et la plus rentable pour éviter la propagation de la maladie. Ajoutons enfin qu'en cas de morsure de chien, le nettoyage immédiat de la plaie à l'eau et au savon est essentiel et il peut sauver la vie. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la médicalisation croissante des naissances dans le monde. En effet, le 15 février dernier, l'OMS a publié de nouvelles recommandations visant à définir des normes mondiales de soins à l'intention des femmes enceintes. L'OMS dit avoir constaté que lorsque les médecins et le personnel soignant sont confrontés à un travail lent, la tendance est d'agir soit par le biais d'une césarienne, soit avec l'utilisation de médicaments comme l'ocytocine qui accélèrent le travail entraînant une médicalisation accrue de l'accouchement. Pour preuve, l'OMS a observé une augmentation générale des accouchements par césarienne dans le monde. Eh bien, l'OMS souhaite que de plus en plus les femmes accouchent de façon naturelle quand la médicalisation des naissances n'est pas indispensable. Oui, Rosine, tout en mettant en garde contre toute référence universelle, les nouvelles directives de l'OMS stipulent que pour une femme qui accouche de son premier enfant, tout travail qui ne dure pas plus de 12 heures devait être considéré comme normal. Pour les grossesses ultérieures, le chiffre tombe à moins de 10 heures. Donc il n'est pas toujours nécessaire de provoquer ou accélérer un accouchement dans cet intervalle de temps. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
En 2016, selon l'OMS, l'on comptait environ 37 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida dans le monde. Pour venir en aide à toutes ces personnes, les médicaments, les moyens financiers et l'implication des gouvernements ne suffisent pas toujours. D'autres acteurs sont nécessaires et c'est le cas des organisations non gouvernementales. Elles ont généralement l'avantage de regrouper des personnes issues des communautés concernées. C'est le cas de l'ONG Parlons Sida aux communautés, PASCO en sigle. Cette ONG contribue à la lutte contre le sida, notamment dans les communautés des minorités sexuelles, des professionnels du sexe et des usagers de drogues injectables. Michel Mayamba est le coordonnateur de cette ONG. Il nous a parlé des activités de cette organisation. Il est au micro de Béro Matanda à Kinshasa. La mission de PASCO, c'est de contribuer à la diminution de la transmission du VIH-Sida et la prise en charge médicale des infections sexuellement transmissibles des groupes vulnérables. Par là, je cite les populations clés, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe, les transgenres, les usagers des drogues injectables, mais aussi les élèves en proie de la prostitution, en améliorant leur état de santé physique et social. Est-ce que nous pouvons connaître quelques réalisations, les réalisations faites jusqu'à ce jour? Bon, à ce jour, en tout cas, PASCO a déjà fait beaucoup de réalisations, telles que la Journée mondiale de lutte contre le sida, où nous arrivons à réunir un grand nombre des populations clés, la journée internationale de la femme et lors des activités foraines à la foire internationale de Kinshasa où nous érigeons notre stand pour sensibiliser la population qui fréquente la foire. Et il y a aussi la mise en place des centres conviviaux. Aujourd'hui, on en a au nombre de 5 à travers le pays, pour la prise en charge médicale des populations clés. Pour nous, en tout cas, c'est déjà beaucoup. Et la réalisation pour laquelle vous avez été fiers, c'est laquelle? Je peux dire que c'est d'avoir dépisté plus de 25 000 populations clés, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe, les transgenres et les usagers des drogues injectables. Pourquoi? Puisque c'est une population qui est vraiment discriminée au sein de la population générale, mais nous avons réussi, n'est-ce pas, à les faire sortir de leur cachette. Donc, quelque part, on est fiers. Pourquoi? Puisque ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières par rapport à vos réalisations et vu la catégorie des personnes que vous encadrez? Bon, par rapport à nos activités et les populations cibles avec lesquelles nous travaillons, en tout cas, nous avons rencontré des difficultés et obstacles sur le terrain. Là, je peux parler de la stigmatisation dont sont victimes des populations clés. Si je prends le cas de MSM, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, dans notre société, en tout cas, bien avant, c'était très difficile pour qu'ils soient acceptés. Et même jusqu'à ce jour, les gens ne sont pas tout à fait convaincus que pourquoi un homme doit, n'est-ce pas, se transformer en femme, une femme en homme. Donc, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, nous faisons un effort. Et aujourd'hui, on commence quand même petit à petit à les accepter au sein de la société. Alors, une autre difficulté, c'est celle liée par rapport au matériel adéquat pour pouvoir bien réaliser les CDV mobiles en stratégie avancée. Donc, ce sont des activités que nous menons dans des coins chauds. Et pour cela, nous devons avoir de matériel adéquat. C'est-à-dire, vous devez avoir des tentes, tout ça, qui vous permettront, n'est-ce pas, de bien faire votre travail pour que les gens qui viennent se faire dépister, nos populations dont je parle, ne soient pas dérangés par d'autres. Donc, il faudra des tentes, il faudra vraiment de matériel, la sonorisation. Donc, ce sont là vraiment les difficultés que nous avons pour le moment, que nous rencontrons. Et pourtant, bon, s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent nous aider, je crois que, eh bien, pour nous, ça sera le bienvenu. Est-ce qu'il y a des membres qui ont quitté l'association?
Bon, à ce jour, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a quitté d'une manière volontaire, quoi. Donc tout le monde est là. Même certains membres qui étaient aussi en exécution, qui travaillaient dans certains projets, mais qui ne travaillent plus aujourd'hui, peut-être que par manque de financement, ainsi de suite. Mais ils sont toujours membres de PASCO. Donc tout le monde est là. Mais comment vous arrivez à rassembler ces populations clés? Je prends les cas de la ville de Kinshasa. Nous avons la cartographie. C'est sur base de notre cartographie que nous arrivons, n'est-ce pas, à le réunir dans un lieu pour le sensibiliser. Et puis, au sein de PASCO, nous avons aussi des éducateurs K-pop, c'est-à-dire MSM, PS, Transgenre et IDI. Comme ça, ce sont eux, n'est-ce pas, qui vont sensibiliser leurs semblables. Donc, avec cette approche de pair éducation, je crois que ça nous a donné de bons résultats. Pourquoi? Puisque même là où parfois c'est difficile pour y pénétrer, comme ce sont leurs semblables. Donc, le problème ne se pose pas comme tel. Pourquoi? Puisqu'on s'est déjà familiarisé avec ces différentes cibles. Quelles sont vos ressources financières? Est-ce que vous avez des partenaires? Comment fonctionne l'association? Par rapport à cette question, je dirais que d'abord parce qu'on fonctionne sur base de cotisation de ses membres et sur base de financement de divers bailleurs de fonds. Malheureusement, dans la plupart des cas, ce sont des projets pour lesquels on nous finance parfois pour une année, pour 2 ans. Or, c'est difficile pour escompter de bons résultats en ce qui concerne les changements de comportement. C'est un processus à longue haleine. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas dans un mois ou en une année ou 2 ans que vous pouvez espérer avoir de bons résultats. Pour que quelqu'un, si je prends l'utilisation du préservatif, quelqu'un qui n'utilisait pas le préservatif, chez qui vous devez maintenant inculquer que non, c'est un danger de faire des rapports sexuels sans protection, eh bien, pour cette personne, ne pensez pas qu'en un jour qu'elle va changer. Donc, ça peut prendre du temps. Donc, c'est tout un processus. D'où, si nous pouvons peut-être avoir de bailleurs de fonds qui peuvent nous financer pour une durée de 5 ans, 7 ans et pourquoi pas 10 ans, là, on peut espérer changer de comportement d'un grand nombre de nos publics cibles. Mais néanmoins, parmi les financements que nous recevons, il y a le Fonds mondial, il y a la Banque mondiale, il y a Wallonie-Bruxelles International, il y a la Fondation Heineken International, il y a la GIZ, il y a aussi ICAP, j'en passe quoi. Et à part les financements, nous avons aussi des dons que PASCO reçoit, les legs, les contributions diverses, des activités même propres de PASCO. Donc PASCO a parfois ses propres activités pour générer des recettes, quoi. Pourquoi? Puisque si aujourd'hui ou demain, le bailleur de fonds ne sont pas là, eh bien vous devez tenir les coûts sur vos propres moyens financiers. De quoi PASCO a besoin pour réussir ses actions en faveur de personnes vivant avec le VIH? Bon, comme j'avais dit tout à l'heure, pour que PASCO arrive à réussir, bon, pas à 100%, par rapport aux personnes vivant avec le VIH, là je vois les PS, PVV, VIH, les MSM, ainsi de suite. En tout cas, ce serait mieux que nous puissions avoir plus de bailleurs de fonds, n'est-ce pas, pour nous soutenir sur une longue durée. Comme j'avais dit tout à l'heure, sur une période de 5-7 ans, je crois que ça peut permettre aussi à PASCO de réussir ses actions en faveur des PVV-VIH. Pourquoi PASCO pourrait arriver, n'est-ce pas, à générer des recettes, avoir pourquoi pas des terrains où il peut commencer à cultiver du manioc, ainsi de suite, et revendre pour que la population soit autonome, quoi. Donc, si nous avons vraiment de bailleurs de fonds qui peuvent nous financer sur une longue période, je crois que ça nous permettra de faire des choses beaucoup plus visibles. Nous remercions Michel Mayamba, coordonnateur de l'ONG Parlons Sida aux communautés. Il était au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Pour lutter contre le sida, les gouvernements mettent en place des programmes nationaux de lutte contre la maladie. En RDC, c'est le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS en sigle, qui coordonne la lutte. Mais au PNMLS, les responsables reconnaissent que les ONG jouent un rôle central, un rôle de proximité auprès des bénéficiaires de ce programme. C'est ce que nous a confié le Dr Aimé Mboyo, chef de section de la coopération et partenariat au secrétariat exécutif du PNMLS. Il est au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda.
La mission dévolue au PNMLS ne peut s'accomplir sans ces ONG-là. Nous nous assurons qu'en tant qu'organisation, qu'elles aient de capacités institutionnelles, mais aussi des capacités d'ordre technique liées au domaine d'intervention où elles évoluent, notamment dans la prévention du VIH, dans la prise en charge, dans l'accompagnement psychosocial de personnes qui sont infectées et affectées. Au-delà de cela, nous avons la responsabilité de faire de sorte que ces ONG accèdent aux ressources financières qui sont mobilisées dans le pays pour la lutte contre le sida. Qu'il s'agisse du PEPFAR du gouvernement américain, du Fonds mondial et des autres appuis que les agences du système des Nations Unies apportent dans notre pays. Alors, au-delà de l'accès aux ressources, il faut aussi dire qu'il y a la coordination. Elles sont régulièrement invitées, une fois par trimestre, pour participer à des rencontres de partage d'informations, d'expériences entre acteurs qui sont engagés dans la lutte contre le sida, et cela sous la coordination du PNMLS. Et cela leur permet aussi d'accéder à des informations qu'elles n'ont pas. Que pensez-vous de leur rôle ? Elles ont un rôle vraiment central parce que nous, au niveau institutionnel, au niveau programme, nous ne faisons pas les activités au quotidien. Nous n'allons pas sensibiliser les communautés, les personnes, les différents groupes cibles, etc. C'est leur apanage. Donc, elles sont actives dans la sensibilisation, dans la distribution de préservatifs, dans l'accompagnement de personnes qui sont infectées et affectées par le VIH. Et donc, elles jouent un rôle central. Elles sont au centre, elles sont au devant, vraiment au front, pour pouvoir réduire la propagation du VIH, etc. Mais est-ce qu'on peut connaître les actions importantes qu'elles posent sur le terrain ? L'une des actions concrètes, c'est de pouvoir informer, apporter la bonne information aux communautés et à différents groupes cibles. Ça, c'est essentiel. Faute d'information et même de connaissances, c'est difficile de réussir à prévenir le VIH et de le prendre correctement en charge. Donc ça, c'est l'une des actions concrètes qu'elles organisent. Mais l'autre action, elles organisent des formations avec l'appui de programmes sectoriels tels que le PNLS du ministère de la Santé, etc. Donc elles forment de pairs éducateurs. Elles forment de membres de communautés sur les différentes approches de communication pour le changement social de comportement. Mais aussi, elles réalisent, comme j'indiquais, l'accompagnement psychosocial de personnes qui sont infectées, mais aussi celles qui sont sous traitement pour qu'elles n'abandonnent pas, pour qu'elles continuent à prendre leurs médicaments, etc. Ça, c'est l'ensemble des actions qu'elles sont en train de faire sur le terrain. Quelles sont, selon vous, leurs faiblesses ? La faiblesse, c'est souvent en termes organisationnels. Les organisations sont bâties autour des individus, autour de leurs fondateurs ou de leurs créateurs, ce qui fait que souvent, les rayons d'action ne vont pas très loin. Et si le responsable ou le fondateur n'est pas là, le fonctionnement n'est pas optimal. Alors, l'autre faiblesse, c'est que lorsqu'on mène des activités, des actions, il faut les documenter. La documentation de ce qui s'est fait reste faible. C'est probablement lié à des capacités techniques, etc. Parce que lorsqu'on ne documente pas, lorsqu'on ne produit pas de rapport de ce que l'on fait, il est très difficile qu'on puisse évaluer ce que vous faites, même de besoins que vous avez à couvrir. Donc ça, c'est aussi l'une des faiblesses que nous constatons. L'autre faiblesse, c'est la faible capacité de mobilisation de ressources auprès de partenaires, auprès de bailleurs de fonds. Très souvent, les partenaires financiers lancent des appels à projets pour de financement. Et là, il faut reprendre à un canevas donné, il faut élaborer les documents de soumission, etc. Et là, il y a beaucoup de faiblesses. Si elles sont faibles pour pouvoir faire de soumission à des partenaires, elles n'auront pas accès aux ressources qui pourtant sont disponibles. Quelques propositions selon vous pour qu'ils soient plus efficaces? L'une des propositions que je voudrais indiquer ici, c'est le réseautage. L'union fait la force, donc on ne peut pas réussir la lutte contre le sida en étant seul. Et donc il faut vraiment travailler en réseau. Qui dit réseau dit synergie d'action pour que on arrive à se compléter mutuellement
et atteindre des résultats. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est que il faut, au niveau où on est, dans sa zone de santé, dans son territoire, il faut qu'on arrive à produire des rapports. Mais si vous ne produisez pas de rapports, on ne saura pas ce que vous faites. Écoutons à présent le témoignage d'un des bénéficiaires. Alex, c'est un prénom d'emprunt, vit avec le VIH-Sida depuis une dizaine d'années. Il n'est pas membre d'une organisation de lutte contre le sida, mais a reçu parfois des appuis financiers, éducatifs et sanitaires de ces ONG. C'est ce qu'il a confié à notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina. Depuis quand vous savez que vous vivez avec le VIH-Sida dans votre corps? Je l'ai su depuis 2007 et j'ai commencé le traitement en 2008. Est-ce que vous êtes membre d'une association des personnes vivant avec le VIH-Sida? Non, je ne suis pas membre. Avez-vous déjà bénéficié, ou peut-être l'une de vos connaissances a-t-elle déjà bénéficié de l'assistance de ces types d'organisations? Oui, personnellement, au début, c'était en 2008 et 2009, il y avait l'appui financier qu'on avait donné par, je crois, Vision Mondiale, et j'étais aussi bénéficiaire. Il y a aussi certaines formations sur la péréducation où j'ai participé aussi pour c'est un peu d'avoir beaucoup plus d'informations sur le VIH-Sida. Vous connaissez d'autres personnes qui ont déjà bénéficié de ces types d'organisations? Oui, j'en connais plusieurs qui, même par moment, sont tentés de se poser des questions. Mais où sont des ONG qui peuvent nous encadrer dans ce sens, comme faisait à l'époque Vision Mondiale? Parce que Vision Mondiale est en train d'appuyer sur le plan financier. Par moment, on donnait même des kits nutritionnels. Il y avait aussi des kits de l'hygiène pour essayer un peu d'être un peu à l'aise et puis autonome par rapport à nos lieux d'habitation. Pensez-vous que ces organisations soient utiles? Oui, ces organisations sont aussi utiles parce qu'il y avait à l'époque un grand effort à fournir, parce que pour que je parle même devant une caméra, c'est pas facile. Il y avait des personnes qui ne pouvaient même pas s'exprimer devant les autres. Il y a quand même un travail qui a été abattu, ça il faut qu'on puisse le reconnaître. Le fait qu'il y a même certaines de nos collègues qui peuvent accepter de faire des témoignages publiquement pour essayer un peu de réconforter d'autres personnes. Et on est là, on accepte la maladie, on accepte de mener une vie positive. Et en tant que personne vivant avec le VIH-Sida, qu'attendez-vous de ces genres d'organisations? On voudrait que ces organisations puissent aller au-delà. Les personnes vivant avec VIH, c'est aussi une catégorie de personnes qui sont aussi aptes. Parmi eux, il y a des intellectuels qui peuvent travailler, apporter le meilleur d'eux-mêmes. Si on pourrait peut-être faire de sorte que ces gens-là soient aussi engagés dans certaines ONG pour faire par exemple le travail d'accompagnement psychosocial sur terrain, ça sera vraiment une bonne chose. Ces organisations peuvent recruter des personnes qui sont capables d'organiser des visites à domicile et parfois réconforter les personnes qui veulent vivre dans la clandestinité. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont morts, peut-être par manque d'encadrement, par manque de contact avec ces genres d'associations comme ça? Oui, il y en a beaucoup. Moi, je connais un ami, lui ne voulait pas que l'on sache qu'il était en train de prendre les produits. Et quelques temps après, comme il voulait toujours vivre dans la clandestinité, à l'heure qu'il est, il n'est plus avec nous. Depuis 3 ans maintenant, il est mort. Sa femme aussi, la même chose, est décédée suite toujours à la clandestinité. Il y a encore des cas isolés où des personnes sont tentées de prendre des produits en cachette. Ils ne veulent même pas que leurs partenaires puissent être informés de leur état. Il y en a vraiment plein, Donc les ONG qui sont sur place doivent fournir encore beaucoup d'efforts pour arriver à démanteler tous ces cas. Nous remercions le docteur Aimé Mboyo et Alex pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Ngenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Ngenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. C'est qui en ligne? C'est M. Ouattara. Ouattara, vous nous appelez d'où? Du Burkina Faso. Du Burkina Faso. Ouattara, vous avez une question à poser à l'expert. Voilà. C'était juste savoir qu'ils ont fait ces boutons sur le visage là, qu'ils ont fait, c'est dû à quoi? En fait, parce que bon, si c'est des chirons et qu'ils ont fait, on peut comprendre, mais des boutons et qu'ils ont fait, bon, souvent et qu'ils ont fait, ça fait pas mal et qu'ils ont fait, bon,
C'est-à-dire qu'on utilise souvent des savons et tout, mais ça finit, ça réapparaît. Et donc, les boutons sur le visage, et vous voulez savoir pourquoi ils apparaissent. Voilà. Ce que je peux dire à Ouattara, c'est que les boutons qu'il a sur son visage sont tout simplement de l'acné, à savoir une infection dermatologique qui peut être occasionnelle ou périodique, qui très souvent apparaît pendant l'adolescence, mais touche beaucoup plus des populations féminines adultes. Ces boutons ou de l'acné est très souvent sans danger pour la santé, mais je reconnais son côté très disgracieux et qui malheureusement peut parfois entraîner un état de mal-être chez des personnes qui en souffrent. L'acné peut apparaître sous deux formes, une forme de bouton blanc renfermant du pus ou une forme de point noir. Je ne sais pas, Ouattara n'a pas précisé exactement le type de bouton qu'il a sur le visage. Mais toujours est-il que les boutons sur le visage sont souvent liés à un excès de sébum. Cet excès de sébum lui-même étant en rapport avec une hyperactivité des glandes sébacées, qui sont des glandes qui sont au niveau de la peau, qui permettent la respiration. Et cette hyperactivité des glandes sébacées, elle-même, très souvent en rapport avec un déséquilibre hormonal. Cet excès de sébum va favoriser la prolifération des bactéries au niveau de la peau, et la prolifération de ces bactéries-là va être responsable de l'obstruction des pores, ce qui est à l'origine des boutons. On comprend très rapidement que le tabagisme ainsi que certains produits de beauté pourront aussi favoriser l'apparition de boutons en obstruant les pores au niveau de la peau. Et c'est pour ça d'ailleurs que le conseil que je donnerais à Ouattara qui veut vraiment se débarrasser de ces boutons qui apparaissent et disparaissent sur son visage, ce serait dans un premier temps de nettoyer 2 fois par jour son visage avec de l'eau et du savon, mais aussi d'hydrater correctement ce visage-là avec certaines crèmes qui sont utilisées, et s'il a la possibilité, qu'il évite surtout de percer lui-même ses boutons, parce que le fait de percer soi-même ses boutons est souvent à l'origine d'une surinfection. Il évite également de s'exposer au soleil. L'exposition au soleil provoque une sécheresse de la peau, une sécheresse de la peau aussi qui ne favorise pas la transpiration et qui favorise plutôt le fait qu'il y ait une obstruction des pores. Et enfin, je conseillerais bien évidemment à Ouattara de consulter un dermatologue, parce que le dermatologue pourra analyser cette infection dermatologique, cette acné, et lui conseiller un certain nombre de médicaments, un certain nombre de lotions ou de gels anti-acnéiques qui existent bien évidemment en pharmacie. Voilà le conseil que je pouvais donner à Ouattara qui appelle depuis le Burkina Faso et qui se plaint de boutons, à savoir de l'acné qui apparaissent et qui réapparaissent régulièrement sur son visage. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com, et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au rôle des organisations non gouvernementales dans la lutte contre le VIH-Sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Michel Mayamba, coordonnateur national de l'ONG PASCO, une ONG qui lutte contre le sida dans les communautés des minorités sexuelles, des travailleuses du sexe et des consommateurs de drogue en RDC. Avec lui, nous avons évoqué ce que fait cette organisation sur le terrain et les difficultés que rencontrent ces ONG. Nous avons également écouté le docteur Aimé Mboyo, chef de la coopération et du partenariat au programme national de lutte contre le sida en RDC. Il nous a parlé de l'importance de ces ONG dans la stratégie nationale de lutte contre cette maladie. Enfin, nous avons écouté le témoignage d'une personne vivant avec le VIH, bénéficiaire des services de l'une de ces ONG. À tous, nous disons merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béron Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition.
C'était une édition réalisée avec le concours de Cheikh Thiero et de Chang qui étaient à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.